Pourquoi un président de la République a-t-il fait construire autant de monuments monumentaux en seulement 14 ans? Pourquoi retrouve-t-on partout les mêmes formes, les mêmes proportions, les mêmes axes, les mêmes références à l'Égypte? Et surtout, pourquoi plusieurs de ces constructions semblent-elles s'inscrire dans des alignements beaucoup plus anciens que lui? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode. Et si le ton ou l'emphase ou je ne sais pas quoi ne t'a pas plu dans l'épisode précédent sur Chartres, eh bien sache que dans celui-ci, il ne va pas réellement changer. Bienvenue sur la passerelle stellaire. Attends, je reviens. Allez les bleus. Allez les bleus. Bon bah au revoir Ronaldo. Et sinon j'aime beaucoup Messi aussi. Bon, on revient vite au sujet, hein. Allez, go. Dans cette saison, nous avons étudié des sites très différents les uns des autres. Gizeh en Égypte, Nazca au Pérou, Newgrange en Irlande, Stonehenge en Angleterre, Machu Picchu au Pérou. Pourtant, malgré les continents, les cultures, les époques, certains éléments semblent revenir sans cesse. Nous avons observé des proportions particulières. L'utilisation récurrente du nombre pi, du nombre d'or phi, de la coudée ancienne du mètre. Nous avons vu que de nombreux sites présentent des orientations astronomiques bien précises. Vers le soleil, vers la lune, les équinoxes, le solstice, vers certaines constellations. Et cette précision semble effectivement difficile à attribuer au hasard. Elle suggère tout de même une connaissance du ciel et des mouvements célestes. Une autre question est apparue tout au long de cette enquête. Comment des civilisations séparées mais par des kilomètres ont-elles pu utiliser des principes similaires? Car derrière les pierres, les monuments, les alignements semble apparaître une idée bien plus grande, celle d'une transmission. Une transmission de connaissances, une transmission de techniques, une transmission de principes géométriques et astronomiques. Nous avons vu que certains savoirs semblent traverser des siècles. Ils changent parfois de forme, ils changent parfois de nom, mais ils continuent d'apparaître dans des constructions très éloignées dans le temps. À Chartres, par exemple, nous avons retrouvé l'importance de la lumière, de l'orientation, de la géométrie, des proportions et d'une technologie du son, des ondes, autant d'éléments déjà rencontrés dans des sites beaucoup plus anciens, comme si certaines connaissances avaient survécu aux civilisations elles-mêmes. Au fil de cette saison, nous avons également rencontré une autre idée, celle d'une Terre qui n'est pas inerte, mais un organisme qui est traversé par des flux, des courants, des réseaux, des lignes d'énergie. Certains parlent de géobiologie, des sourciers quoi, d'autres de tellurisme, le corps énergétique de la Terre, d'autres encore de réseaux électromagnétiques naturels, le quadrillage énergétique de la Terre. Quelles que soient les interprétations, de nombreuses traditions anciennes semblent avoir accordé une grande importance au choix de l'emplacement des monuments, comme si l'endroit était parfois aussi important que le monument lui-même. La grande pyramide de Gizeh est souvent citée comme exemple. Elle est construite avec une précision remarquable. Elle intègre des proportions très particulières et elle occupe une position géographique qui continue aujourd'hui encore d'alimenter de nombreux débats. Elle est quand même le plus grand édifice au monde posé sur les deux plus grosses intersections de lignes de la planète. Et le mètre et la coudée y sont intimement liés là-dedans. Alors, si ces principes apparaissent dans les temples de l'Antiquité, s'ils réapparaissent dans les cathédrales du Moyen-Âge, peut-on encore les retrouver dans l'architecture moderne? Et si oui, pourquoi un président de la République française aurait-il choisi de construire autant de monuments en seulement 14 ans de pouvoir?
car on s'amuse avec la géométrie sacrée. Ce n'est tout de même pas un hasard si la pyramide du Louvre reprend les proportions de la pyramide de Khéops quand même. C'est la même chose qui se perpétue. Alors, soit Mitterrand était vachement bien inspiré, ou alors il était détenteur d'un savoir tel un initié. Mais alors, initié à quoi? Et je dirais un savoir qui semble malheureusement être tombé dans de mauvaises mains aujourd'hui. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Avant de nous intéresser aux monuments eux-mêmes, il est nécessaire de s'arrêter un instant sur celui qui a lancé ces chantiers hors normes. François Mitterrand naît en 1916 à Jarnac, en Charente. Au cours de sa carrière, il sera successivement avocat, député, sénateur, ministre, puis finalement président de la République française. Élu en 1981, il exercera le pouvoir pendant 14 ans jusqu'en 1995. Mais pour comprendre ces constructions, il faut s'intéresser à l'homme qui les a voulues. Au-delà de son parcours politique, François Mitterrand apparaît comme un personnage énigmatique. Tout au long de sa vie, il manifeste un intérêt marqué pour les questions spirituelles, symboliques, métaphysiques et ésotériques. Une phrase que tu as certainement déjà entendue lui est souvent attribuée. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. C'est une menace? Cette déclaration, prononcée lors de ses derniers vœux présidentiels, a donné lieu à de nombreuses interprétations. Il reçoit à plusieurs reprises à l'Élysée l'astrologue Élisabeth Tessier, figure médiatique bien connue de l'époque, une éminente astrologue. C'était en fait, en clair, l'astrologue des stars. Il semble également ouvert à différentes approches de la santé et s'intéresse à certaines médecines traditionnelles, telles que l'homéopathie, le magnétisme. À la fin de sa vie, alors qu'il lutte contre son cancer de la prostate, il consulte diverses approches thérapeutiques parallèlement à la médecine conventionnelle. Il faisait appel à tous les moyens pour se guérir. Pour ses admirateurs comme pour ses détracteurs, François Mitterrand apparaît ainsi comme un homme qui ne limitait pas sa réflexion au seul domaine politique. Son symbole est la rose, le cœur, la bonté, le social, le socialisme, enfin bref. Mais il était complètement obsédé par la vie après la mort. Parmi les passions attribuées à François Mitterrand, l'une d'elles revient régulièrement, l'Égypte, et peut-être même l'Atlantide. Le président français y effectuera plusieurs voyages dans ce pays au cours de sa vie. Il logeait d'ailleurs à l'hôtel Luxor près d'Abou Simbel. Il manifeste un grand intérêt particulier pour son histoire, son architecture et ses symboles. Il avait même 2 labradors noirs, appelés Nil. Et ça fait penser à Anubis, tu sais, ce chien noir, et Baltique. Alors là, c'est plutôt scandinave, lié au mythe nordique. Or, cette fascination semble réapparaître dans plusieurs des constructions lancées sous sa présidence. La pyramide du Louvre constitue évidemment l'exemple le plus célèbre. Qu'il s'agisse d'une simple admiration culturelle ou d'une démarche plus symbolique, l'Égypte semble occuper une place particulière dans l'univers mitterrandien. Et cette influence réapparaîtra régulièrement dans les monuments que nous allons voir. Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, François Mitterrand entreprend l'ascension de la roche de Solutré. Cette tradition deviendra l'une des images les plus emblématiques de sa présidence. Situé en Bourgogne, et c'est pas loin de chez moi. Salut Macon, non je rigole, je connais personne là-bas. Ce promontoire rocheux domine le paysage environnant. On voit Mâcon là-haut et c'est super beau. Un coup j'y suis allée la nuit et c'était trop haut.
En fait, j'ai eu un coup de vertige et j'ai pas aimé. Officiellement, il s'agit d'une promenade entre amis devenue une habitude personnelle. Pour le président, hein, pas pour moi. Mais on peut y voir une dimension plus symbolique. Et oui, la date de la Pentecôte, car dans les contes du Graal, la quête commence le jour de la Pentecôte. Et c'est aussi l'ascension d'un sommet et le retour régulier vers un même lieu. À savoir qu'on a retrouvé des ossements de chevaux là-bas. Et pourtant, rare était le sacrifice de cheval dans les cultes. Mais, autre chose bien étonnante, on n'a jamais retrouvé de squelette complet, entier des chevaux, sans qu'il soit possible d'en connaître avec certitude la signification exacte. Une chose reste néanmoins certaine. François Mitterrand accordait une importance particulière à ce rendez-vous annuel qu'il conservera durant une grande partie de sa vie. Pendant de nombreuses années, François Mitterrand habite au 22 rue de Bièvre, dans le 5e arrondissement de Paris. Cette adresse deviendra l'un de ses lieux les plus emblématiques. Or, ce quartier se situe à proximité du tracé historique du méridien de Paris. Ce méridien zéro qui part de Dunkerque, qui passe à Saint-Sulpice en passant par Rennes-les-Bains, etc. C'est le courant magnétique nord. Et si tu comprends rien, pour le moment, c'est normal. Attends, on va voir tout ça. Un magnétisme puissant qui charge les individus qui sont dessus, en fait. Tu vois le délire ? Alors, simple coïncidence ou élément supplémentaire venant nourrir les spéculations entourant le personnage. À chacun de se faire son opinion. Mais cette proximité va offrir une transition intéressante pour la suite de notre enquête. Car pour comprendre l'emplacement de plusieurs monuments parisiens, il faut maintenant s'intéresser à quelque chose d'invisible. Des lignes, des axes, des méridiens. Des tracés qui traversent Paris depuis plusieurs siècles et qui vont nous conduire au cœur même des grands travaux. Avant de parler des monuments de Paris, il faut comprendre ce qu'est un méridien. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de voir ces lignes sur les cartes du monde, comme tu peux le voir à l'écran. C'est une ligne droite qui part du pôle Nord et qui va au pôle Sud, qui passe par l'équateur, et si on coupe la Terre au niveau de l'équateur, on a un cercle divisé en 360 degrés, et chaque degré va représenter un méridien qui permet de se repérer et aussi de découper la circonférence en 24 et tous les 24 on passe de 1 heure. On se repère donc dans le temps et dans l'espace. Pendant longtemps, chaque ville possédait son propre temps, puis il a fallu harmoniser les horloges. Ainsi, celui qui fixe le méridien de référence fixe aussi la manière dont le monde mesure le temps. Et cela va devenir un enjeu géopolitique important. Pour les rois, les astronomes et les cartographes, connaître précisément un méridien permettait également de cartographier le territoire, de fixer les frontières, de calculer les distances et d'améliorer la navigation. Le méridien devient alors un véritable outil de pouvoir. En clair, celui qui détient le méridien zéro est comme le maître du temps. Avant Paris, avant Greenwich, plusieurs références existaient déjà, et l'une des plus connues est le méridien de l'île de Fer, c'est-à-dire dans l'archipel des Canaries. Au XVIIe siècle, il sert de référence à de nombreuses cartes européennes. Louis XIII l'impose officiellement en France en 1634. Pendant plusieurs décennies, il devient le point zéro de nombreux cartographes. Mais cette situation va bientôt changer. En 1667, Louis XIV décide la construction de l'Observatoire de Paris. Pour réaliser ce projet, il fait appel à l'astronome Giovanni Domenico Cassini. L'observatoire est construit précisément sur une ligne nord-sud qui deviendra le célèbre méridien de Paris. Il passera par Paris, Orléans, Bourges, Amiens, Arques,
Occitanie, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache. Désormais, les cartes du royaume seront calculées à partir de cette référence. Pendant plus de 2 siècles, Paris deviendra l'un des centres mondiaux de la cartographie. L'Observatoire de Paris n'est pas placé au hasard. Il constitue le point de référence du nouveau méridien. Toutes les mesures astronomiques importantes du royaume seront réalisées depuis ce lieu. À partir de là, Cassini et ses descendants entreprennent la cartographie complète de la France. Et c'est la naissance de la célèbre carte de Cassini. Pour la première fois, l'ensemble du royaume est représenté avec une précision remarquable. L'axe de la ligne 0, ou la rose ligne, coupe exactement la France en 2. Maintenant que nous connaissons son histoire, suivons concrètement son tracé. Car plusieurs monuments de Paris se trouvent directement sur cette ligne. L'observatoire, tout commence ici. Quelques centaines de mètres plus au nord se trouve le palais du Luxembourg, construit à l'initiative de Marie de Médicis au XVIIe siècle. L'église Saint-Sulpice possède son propre dispositif astronomique, le célèbre gnomon. Il permettait d'observer les équinoxes et les solstices. Bien que le gnomon ne corresponde pas exactement au méridien de Paris, l'église est souvent associée à cette géographie sacrée parisienne. À la fin du XIXe siècle, l'Empire britannique domine le commerce maritime mondial. La majorité des navires utilisent déjà les cartes anglaises. En 1884, lors de la conférence internationale de Washington, Greenwich est choisi comme méridien de référence mondial. Peu à peu, Paris perd son statut international. Le monde entier adopte alors le système encore utilisé aujourd'hui. Au XIXe siècle, François Arago devient l'un des plus grands scientifiques français. Astronome, physicien et homme politique, il contribue à perfectionner les mesures du méridien de Paris. En 1994, François Mitterrand lui rend hommage. 135 médaillons en bronze sont installés dans Paris qui matérialisent discrètement le tracé du méridien. Sur chacun apparaît le nom Arago, ainsi que les lettres N et S pour nord et sud. 135 médaillons du nord au sud de Paris. Et ce sera les prémices du tracé de la méridienne verte. En 2000, à l'occasion du passage au nouveau millénaire, François Mitterrand lance un vaste projet, la méridienne verte. Des milliers d'arbres seront plantés le long du tracé du méridien de Paris. L'objectif officiel est écologique, mais on peut y voir également une réactivation de l'ancien méridien français, une manière de rappeler l'existence de cette ligne historique qui traversait autrefois le pays. Et c'est justement à partir de cette ligne que nous allons découvrir un second système. Car Paris ne possède pas seulement un axe nord-sud, il existe également un immense axe est-ouest, un axe monumental commencé par les rois, poursuivi par les empereurs et prolongé jusqu'à François Mitterrand. Nous avons vu que Paris possédait déjà un axe nord-sud avec le méridien. Mais un second axe va apparaître progressivement. Cette fois-ci, non plus tourné vers les pôles, mais vers l'horizon. Au début du XVIIe siècle, Marie de Médicis fait construire le palais de Luxembourg. Autour de celui-ci, elle développe de vastes jardins inspirés de ceux de Florence, soi-disant. Déjà apparaît une volonté d'organiser l'espace selon de grandes perspectives. L'idée est simple, créer une ligne de vue monumentale qui structure le paysage. Quelques décennies plus tard, André Le Nôtre va pousser cette logique beaucoup plus loin. Le célèbre jardinier de Louis XIV ne crée pas seulement des jardins, il dessine des axes, des perspectives,
des alignements. Pour lui, la géométrie permet d'imposer un ordre au paysage. La nature devient organisée, mesurée, hiérarchisée. Sous Louis XIV, cette logique atteint une nouvelle dimension. Le roi Soleil fait prolonger plusieurs perspectives parisiennes. Donc là, on peut voir bien évidemment le château de Versailles, qui se situe dans le 7-8, c'est-à-dire les Yvelines, la place Vendôme, place des Victoires, le Pont Royal, le château de Vincennes dans le 12e arrondissement et les Tuileries dans le 1er. Paris devient progressivement un immense théâtre géométrique, une ville organisée autour de lignes de force. Et c'est de cette époque que naît ce qu'on appelle l'axe historique de Paris. Contrairement au méridien de Paris qui suit un axe nord-sud, l'axe historique suit globalement une ligne est-ouest. Il traverse la capitale sur plusieurs kilomètres et relie plusieurs grands monuments. À l'origine se trouve le Louvre, ancienne résidence royale, centre du pouvoir monarchique pendant plusieurs siècles. Ensuite, situé devant le Louvre, l'arc du Carrousel, construit sous Napoléon. Il marque une étape importante dans l'alignement monumental. Nous nous dirigeons maintenant au jardin des Tuileries. Puis vient l'obélisque de Luxor, une immense aiguille de granit à la place de la Concorde qui est le plus grand cadran solaire au monde. Il indique l'heure par son ombre, offert par l'Égypte à la France en 1830 en remerciement du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, érigé au centre de la place en 1836, et il aura fallu 6 ans pour dresser ce colosse. Un monument directement issu de l'Égypte antique qui s'insère précisément dans cet axe et qui ouvre sur les Champs-Élysées. Cette immense perspective héritée des travaux de Lenôtre, tu sais, le jardinier de Louis XIV de tout à l'heure. Et dans la mythologie grecque, les Champs-Élyséens se situaient à l'extrémité ouest de la terre, près d'océan. C'est là que les héros étaient envoyés pour vivre une nouvelle vie, genre. Et là, nous sommes au point central de l'axe, l'Arc de Triomphe, commandé par Napoléon. Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas seulement l'arc lui-même, c'est son implantation. L'Arc de Triomphe se situe au centre de la place Charles de Gaulle. Autour de lui rayonnent 12 avenues. Vue du ciel, cette organisation forme une étoile. C'est d'ailleurs l'ancien nom du lieu place de l'Étoile. 12 avenues, 12 directions, 12 rayons. On pourrait y voir un simple choix urbanistique, ok. Mais toi tu sais maintenant, on peut voir aussi la récurrence du nombre 12 dans de nombreuses traditions. 12 mois, 12 signes du zodiaque, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Quelle que soit l'interprétation retenue, cette géométrie est bien là. L'axe se poursuit enfin jusqu'à la Défense. C'est là qu'apparaît la Grande Arche, inaugurée en 89. Elle constitue l'aboutissement moderne de cet alignement commencé plusieurs siècles auparavant. Donc cette ligne de 9 km de long est aussi appelée voie royale. C'est directement en rapport avec la vallée des rois, un parallèle entre les pharaons et les rois de France. Et oui, car de grands noms de l'histoire de France y ont posé leur empreinte. Saint-Louis, Catherine de Médicis, Louis XIV, le nôtre, Louis XV, Napoléon Ier, Louis-Philippe, etc. Et c'est ici que François Mitterrand entre véritablement en scène. Car plusieurs de ses réalisations vont venir s'inscrire dans cette géographie déjà existante. Voici un fait très intrigant. Cet axe suit globalement une direction est-ouest. Il suit l'axe de la Seine. Or, il s'agit précisément de la direction de la course apparente du Soleil. Le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et on pourrait dire donc se couche vers les ténèbres. En réalité, ça, c'est franc-maçon. En 1889, la franc-maçonnerie, qui a bien affaibli l'Église et bien placée dans les sphères du pouvoir, construit la Tour Eiffel, l'entrée de la grande exposition universelle de la belle époque, l'avant-guerre. Elle symbolise en fait l'âge de fer. Waouh, super succès de Paris, hein? Donc ici, axe est-ouest. Mais pour la tradition, l'axe important n'est pas celui-ci, c'est l'axe nord-sud.
car le véritable axe est le méridien, pas le parallèle, et la référence n'est pas le soleil, mais l'étoile polaire. Et là, je remercie vraiment Monsieur Michel de Seille, je ne sais pas si tu le connais, c'est le meilleur prof d'histoire de France, de tous les temps, qui explique très 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 bien la doctrine des signes. Voilà. Bon, à savoir que c'est sur l'axe solaire, donc est-ouest, que se sont passés des événements plutôt dramatiques, comme la prise de la Bastille, par exemple, ou la décapitation du roi à la place de la Concorde, ou encore des exécutions et les pendaisons à la place de Grève, le palais des Tuileries incendié lors de la semaine sanglante en 1871, et je t'en passe. Alors que l'axe nord-sud, c'est pas ça du tout. Il y a le parc Monceau, le jardin du Luxembourg, Montmartre. C'est quand même beaucoup plus calme là. Il y a toute une symbolique extraordinaire. L'axe historique est-ouest croise symboliquement le système du méridien de Paris nord-sud, au cœur du vieux Paris. Et le Louvre est à cette croisée des chemins. Alors, si t'as bien suivi, parce que je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, on a vu que deux lignes organisent déjà la capitale bien avant François Mitterrand. Mais lorsqu'il lance ses grands travaux dans les années 80, que nous allons voir juste après, il s'agit de l'un des programmes architecturaux les plus coûteux jamais réalisés par un président français. Et aujourd'hui, tout s'effrite. Mort de rire. Mais qu'est-ce que t'as foutu, François, bordel? Bon, alors, est-ce simplement un choix esthétique ou une volonté d'inscrire ces constructions dans une tradition beaucoup plus ancienne à travers un langage symbolique plus profond? François Mitterrand a profondément transformé le paysage parisien au cours de ses 2 mandats, entre 81 et 95. Il construit donc des monuments sur l'axe solaire est-ouest et réactive aussi le méridien de Paris avec Arago et la méridienne verte, nord-sud. Donc, regardons maintenant ce que François Mitterrand a ajouté à ce décor. Nous allons examiner ces monuments un par un, non pas comme de simples bâtiments déco, mais comme les pièces d'un ensemble bien plus grand. Par ordre chronologique de construction, nous avons la géote au parc de la Villette, commencé en 1989 et fini en 1985. Les colonnes de Buren de 83 à 86, la pyramide du Louvre de 84 à 89, l'Opéra Bastille de 84 à 89 aussi, la Grande Arche de la Défense de 85 à 89, le monument des droits de l'homme de 1988 à 1989, la Bibliothèque nationale de France de 1989 à 1995 et la Barque solaire de Takis, construite de 93 à 94. Donc, suivant les critères retenus, nous avons là 8 grands projets, pour un coût total faramineux de 30 milliards de francs de l'époque, c'est-à-dire environ 8 milliards d'euros. C'est beaucoup. C'est légèrement en dessous, pour donner un ordre d'idée, du coût total de la Coupe du monde de football, qui s'élève, je crois, à 12 milliards d'euros. Maintenant, voyons voir cette lecture par ordre plus symbolique. Tout commence ici. La pyramide de Louvre est le premier grand projet lancé par François Mitterrand. Les travaux débutent en 1983 et l'inauguration a lieu en 1989, année du bicentenaire de la Révolution française. Youpi! Officiellement, il s'agit de moderniser le musée du Louvre. Officieusement, c'est une toute autre histoire qui semble se dessiner. Car cette pyramide ne ressemble pas simplement à une pyramide. Ses proportions rappellent volontairement celles de la grande pyramide de Khéops, certes en dimension réduite. Mon schéma, enfin l'image que tu as à l'écran, n'est pas à
échelle grandeur nature 1. Sa hauteur est de 21,64 m pour une base d'environ 35,40 m. Des rapports qui font apparaître le nombre d'or, symbole universel d'harmonie. Comme par hasard, encore lui. Mais ce n'est pas tout. Elle est orientée vers l'Orient, là où se lève le soleil. Tout autour, 7 bassins reflètent le ciel. Et chose très surprenante, à certaines dates de nuit, ces bassins vont refléter le ciel du plateau de Gizeh avec la constellation d'Orion. Sous la pyramide, un immense escalier hélicoïdal entraîne le visiteur vers les profondeurs. Une spirale. Et dans toutes les traditions initiatiques, la spirale évoque un passage, une transformation, un vortex reliant deux mondes. Décidément, pour une simple entrée de musée, on a quand même connu plus sobre. À quelques mètres seulement se trouve une autre structure bien plus discrète, la pyramide inversée. Une pyramide tournée vers le bas, comme un miroir de la première. Dan Brown, dans le Da Vinci Code, que tu dois certainement connaître aussi, y a vu le calice du Graal, en forme de V. Dans les traditions ésotériques, la pyramide dressée symbolise souvent l'élévation de la matière vers l'esprit. Inversée, elle représente au contraire la descente de l'esprit dans la matière. Les deux réunis forment une polarité complète. Disons l'union du spirituel et du matériel, la rencontre du physique et du métaphysique. Ce n'est probablement pas un hasard si cet ensemble conduit directement vers la cour carrée du Louvre. Un lieu qui reviendra plusieurs fois dans cette enquête. Alors là, merci à monsieur Didier Coalac, je ne sais pas si tu le connais aussi, car grâce à lui, j'ai pu piger ça. Alors, une cour parfaitement divisée en 4 carrés, véritable centre géométrique de l'ancien palais royal du prince d'Orléans. Comme si tout finissait toujours par revenir ici, en fait. Et le lien avec l'Égypte ne s'arrête pas à la forme de la pyramide. Au Louvre est aujourd'hui conservé le célèbre zodiaque de Dendera, provenant du temple d'Hathor, l'un des sanctuaires les plus sacrés de l'Égypte antique. Plus étonnant encore, certains alignements reliant Paris semblent pointer en direction de Dendera. Et voici peut-être le détail le plus croustillant. Le Grand Louvre agit comme un miroir du site Karnak-Luxor. Autrement dit, la capitale française dialogue symboliquement, oui, avec l'un des plus grands centres spirituels de l'Égypte ancienne. Alors, pourquoi commencer tous les grands travaux précisément par une pyramide? Pourquoi reprendre les proportions de Khéops? Pourquoi multiplier les références à l'Égypte? Pourquoi faire converger autant d'éléments vers un même point? À partir de là, difficile de croire que l'on parle uniquement d'architecture, non? À première vue, Colonne de Buren ressemble à une simple œuvre d'art contemporain. 260 colonnes rayées qui semblent être de hauteurs différentes, disposées dans la cour du Palais Royal. Et c'est précisément là que beaucoup s'arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'écrire art contemporain sur une plaque pour que tout le monde cesse soudainement de se poser des questions. Pourtant, lorsque l'on regarde l'ensemble de plus près, le discours devient tout autre. L'œuvre porte officiellement le nom Les Deux Plateaux, un titre loin d'être anodin. Le premier plateau est celui que nous voyons, les sommets des colonnes qui émergent de la cour. Le second est invisible. Il se trouve sous nos pieds. En effet, une partie importante des colonnes est enterrée, tandis qu'une rivière souterraine circule sous l'ensemble du site. Donc en fait, toutes les colonnes sont de même hauteur. Nous retrouvons ainsi une symbolique récurrente, le ciel, la terre et le monde souterrain, ou encore le vitriol. Cette œuvre ne se contente donc pas d'occuper un espace, elle relie verticalement plusieurs plans. Et ce n'est sans doute pas un hasard si ces colonnes sont implantées précisément dans le palais royal, à l'endroit même où se croisent tant de lignes symboliques. Le nombre de colonnes intrigue également. Il y en a 260, on a dit, soit 20 jours fois 13 mois.
et ce nombre évoque immédiatement le Tzolk'in, le calendrier sacré maya de 260 jours. Pourquoi exactement 260? Pourquoi pas 250? Pourquoi pas 300? Lorsqu'un architecte choisit un nombre aussi précis dans un projet présidentiel aussi symbolique, il est difficile de croire à une simple coïncidence, d'autant que le thème du temps revient constamment dans les grands travaux de François Mitterrand. Le temps, les cycles, les équinoxes, le zodiaque, les méridiens... Autant de notions qui dépassent largement le simple urbanisme. Ces colonnes ressemblent alors beaucoup moins à une décoration qu'à un immense calendrier à ciel ouvert. Autre détail fascinant, les colonnes de Buren rappellent également le site de Chichen Itza au Mexique. Là-bas, la célèbre pyramide est entourée de 1000 colonnes au cœur d'un complexe de la civilisation maya. Et là-bas aussi, la pyramide donc de Kukulkan comporte 365 marches et c'est le nombre de jours dans l'année. Le parallèle est troublant. D'un côté, l'Égypte revient sans cesse dans les grands travaux, de l'autre, voici maintenant un rappel manifeste du monde maya, de civilisations que l'archéologie classique présente comme totalement indépendantes, mais qui semblent ici, encore une fois en fait, convoquées dans un même langage symbolique. Enfin, un dernier détail mérite d'être souligné. Sous les colonnes de Buren circule une nappe d'eau. L'eau est omniprésente dans les traditions anciennes, elle est conductrice, elle transporte, elle relie. Ce serait même un moyen d'amplifier certains phénomènes électromagnétiques naturels, faciliter l'électricité et les communications, comme les pyramides d'Égypte. Est-ce pour cette raison que plusieurs auteurs établissent un parallèle entre ces colonnes, les pyramides d'Égypte et les travaux de Nikola Tesla sur l'énergie, notamment ces tours qui captent l'énergie tellurique ambiante et les colonnes enfoncées dans le sol pour aller chercher l'électromagnétisme de la Terre. Mais une chose est certaine. À force d'empiler les références à l'Égypte, au calendrier maya, au monde souterrain, à l'eau, au cycle du temps, aux axes sacrés, le mot coïncidence commence sérieusement à montrer des signes de fatigue. En 85 apparaît la Géode, au cœur de la Cité des Sciences de la Villette. Et ça non plus, c'est pas pour rien. Officiellement, il s'agit d'un cinéma, d'une immense sphère destinée à la projection d'images à 360 degrés. Et lorsqu'on l'étudie dans l'ensemble des grands travaux de François Mitterrand, plusieurs éléments retiennent l'attention. D'abord, sa forme. Contrairement aux pyramides et aux obélisques, la géode est une sphère parfaitement lisse, une forme qui renvoie immédiatement au ciel, aux planètes et à la voûte céleste. Ensuite, son implantation. Une partie importante de la structure est, encore une fois, enterrée et repose dans un bassin d'eau. Là encore, on retrouve cette dualité déjà observée avec les colonnes de Buren. Une partie visible et une partie cachée, entre la surface et le monde souterrain. Autre fait intéressant, la géode se situe à égale distance de l'église Saint-Sulpice et du Panthéon, une géométrie qui s'ajoute aux nombreux alignements déjà rencontrés depuis le début de cette enquête. Mais c'est surtout sa surface qui interpelle. Recouverte d'acier inoxydable poli, la géode agit comme un immense miroir. Elle reflète en permanence le ciel, les nuages, les bâtiments de la Villette, les visiteurs et tout le paysage environnant. L'image change continuellement selon l'heure, la météo et la position de l'observateur. On n'obtient ainsi jamais deux fois exactement le même reflet. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques les plus fascinantes de la géode. Enfin, là encore, on peut faire un parallèle avec les travaux de Nikola Tesla. La forme sphérique, la présence de l'eau et cette implantation particulière alimentent l'idée d'un monument en lien avec les phénomènes électromagnétiques naturels. Aucune preuve officielle ne permet aujourd'hui de l'affirmer, oui. En revanche, ce rapprochement revient de manière récurrente dans les études consacrées aux grands travaux. Pris isolément, chacun de ces éléments peuvent sembler certes anodins. Mais lorsqu'ils s'ajoutent aux autres monuments construits à cette période, ils finissent par dessiner une cohérence qui interroge.
Et c'est précisément cette cohérence que nous allons continuer d'explorer. À première vue, l'Opéra Bastille semble être un monument à part. Contrairement aux édifices que nous avons étudiés jusqu'ici, il ne s'inscrit pas directement dans l'axe historique de Paris. Et pourtant, son architecture repose sur une succession de carrés, eux-mêmes divisés en 4 parties, avec un vide circulaire au centre qui se répète à plusieurs endroits. Une géométrie qui rappelle immédiatement la cour carrée du Louvre. Une fois, on pourrait parler de hasard, mais 2 fois d'une coïncidence. Mais alors lorsque le même langage architectural se répète monument après monument, il devient quand même difficile de croire que tout cela soit uniquement le fruit du hasard. Son implantation est tout aussi révélatrice. L'opéra est construit sur la place de la Bastille, symbole de la Révolution française. Une révolution qui marqua la chute de l'Ancien Régime et au cours de laquelle l'influence de nombreuses loges maçonniques est aujourd'hui largement documentée. Là encore, on peut se poser des questions. Pourquoi construire l'Opéra Bastille précisément ici ? Pourquoi reprendre cette géométrie du carré? Et surtout, mais pourquoi retrouve-t-on monument après monument les mêmes formes, les mêmes nombres, les mêmes références? Car n'oublions pas une chose, nous parlons ici d'hommes initiés entourés des plus grands architectes de leur époque. Croire que chacun de ces choix aurait été laissé au hasard reviendrait à penser qu'un horloger assemble une montre les yeux fermés. En 1996, François Mitterrand inaugure la Grande Bibliothèque de France, aujourd'hui Bibliothèque nationale de France. À première vue, on y voit 4 immenses tours de verre. Mais lorsqu'on prend un peu de recul, leur disposition devient beaucoup plus intéressante. Les 4 tours sont implantées à angle droit et forment une immense table renversée. Une table à l'envers. Avoue que pour une bibliothèque, il fallait quand même y penser. Officiellement, ces 4 tours représentent 4 livres ouverts, nommés la tour des lois, la tour des nombres, la tour des temps et la tour des lettres. Impossible, en voyant ça, de ne pas penser à la grande bibliothèque d'Alexandrie, ce gigantesque centre du savoir de l'Antiquité qui a fini réduit en cendres. Simple clin d'œil architectural ? Peut-être, mais depuis le début de cette enquête, tu as sans doute remarqué que les clins d'œil commencent sérieusement à s'accumuler, non? Et puis, il y a ce jardin au centre, un véritable morceau de forêt enclavé entre les 4 tours. Techniquement, c'était l'une des parties les plus complexes du projet. On aurait pu aménager une simple cour minérale, beaucoup plus facile à réaliser, mais non. À la place, un jardin. Difficile de ne pas y voir une évocation du jardin d'Éden, entouré, dans la tradition biblique, de ces 4 fleuves. Peut-être éventuellement un espace dénué de toute pensée duale. Et ce n'est pas le seul détail qui interpelle. Lorsqu'on prolonge l'axe de la grande bibliothèque, celui-ci nous conduit directement jusqu'au temple de Dendera, lieu de naissance, soit dit en passant, de la déesse Isis. Encore une fois, Paris semble regarder vers l'Égypte, ou plutôt devrais-je dire Parisis. En 89, pour le bicentenaire de la Révolution française, Mitterrand inaugure la Grande Arche de la Défense. À première vue, il s'agit simplement d'une arche monumentale qui prolonge l'axe historique de Paris. Mais lorsqu'on commence à regarder les détails, les surprises s'accumulent. D'abord, sa forme. On la présente souvent comme une arche. Pourtant, c'est avant tout un immense hypercube, un cube parfait et vidé en son centre. Ce cube est ouvert vers l'ouest. Lors du solstice d'été, le soleil traverse son ouverture et vient s'inscrire dans l'axe historique de Paris, en direction de l'Arc de Triomphe, de l'obélisque, du jardin des Tuileries et des autres monuments qui jalonnent cette ligne monumentale. Un simple effet architectural ou une mise en scène volontaire du parcours du
du soleil. Et lorsqu'on connaît l'importance du cube dans les traditions anciennes, difficile de ne pas penser à la Jérusalem céleste décrite dans l'Apocalypse, elle-même représentée comme un cube parfait. Décidément, plus on avance et plus les coïncidences semblent avoir le sens de l'orientation. La grande arche est construite en marbre, en verre traité anti-reflet et repose sur 12 immenses piliers, 12 encore, comme les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque. Et justement, parlons du zodiaque, tiens. Sur le toit de la grande arche se trouve une immense œuvre intitulée La carte du ciel, représentant les 12 signes du zodiaque. Quelques kilomètres plus loin, au Louvre, est conservé justement le célèbre zodiaque de Dendera, rapporté d'Égypte au XIXe siècle. Et lorsque l'on prolonge l'axe de la grande arche, celui-ci conduit précisément vers le temple de... Oui, Dendera. Encore un lien entre Paris et l'Égypte. Coïncidence ou volonté assumée? Et ce n'est pas terminé. La grande arche n'est pas parfaitement alignée sur l'axe historique. Elle présente un décalage d'environ 6,33 degrés, un angle que l'on retrouve également sur plusieurs sites mégalithiques. Là encore, ce chiffre revient suffisamment souvent pour mériter qu'on s'y intéresse. Enfin, regardons la succession des monuments. Grande arche, panthéon, grande bibliothèque, puis temple de Dendera, un même axe relie Paris à l'Égypte. Et plus on avance dans cette enquête, et plus une question finit par s'imposer. François Mitterrand s'est-il contenté de construire de nouveaux monuments, ou a-t-il volontairement inscrit ses grands travaux dans une géographie sacrée qui existait déjà depuis des siècles ? Et en 89, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand inaugure le monument des droits de l'homme sur le Champ de Mars. Officiellement, il rend hommage à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais sa conception révèle une architecture particulièrement riche en symboles. Alors, le monument est composé de 4 colonnes. Les 2 colonnes principales évoquent Boa et Jacquin, les 2 piliers qui encadraient l'entrée du temple de Salomon. Elles sont complétées par 2 autres colonnes qui viennent équilibrer l'ensemble de la compo. Au sommet se trouve un large orifice circulaire. Lorsque le soleil atteint la bonne position, ses rayons traversent cette ouverture et descendent jusqu'au cœur du monument. Lorsqu'il pleut, l'eau suit exactement le même axe. Elle pénètre par l'orifice central, s'écoule à l'intérieur de la structure, puis est évacuée par un système d'écoulement dissimulé. La lumière et l'eau empruntent ainsi le même chemin vertical, reliant symboliquement le ciel et la terre. La géométrie de l'ensemble fait apparaître un delta lumineux, le triangle rayonnant traditionnellement associé à la lumière, la connaissance et à l'élévation spirituelle. Sous un autre angle de lecture, cette même composition laisse également apparaître un pentagramme, mais inversé. Le compas représentant alors l'esprit, tandis que l'équerre symbolisant la matière. 2 principes complémentaires réunis dans une même architecture. L'ensemble développe ainsi un langage symbolique particulièrement cohérent. Son implantation l'est tout autant. Le monument des droits de l'homme s'inscrit dans un réseau de distances remarquables avec plusieurs autres sites parisiens, notamment la pyramide du Louvre, l'église Saint-Sulpice et les colonnes de Buren. Les mêmes formes géométriques semblent ainsi se répéter d'un monument à l'autre. Et chose surprenante, pour ce monument, c'est son intérieur. Il est volontairement laissé vide. Et c'est là qu'un détail intrigue. Il n'existe aucune porte permettant d'y pénétrer. Curieux quand même pour un monument qui invite à regarder à l'intérieur justement. Alors, si l'on voulait vraiment y accéder, faudrait-il passer par en dessous? La question reste entière.
Dans l'interstice central apparaît la célèbre inscription latine Et in Arcadia ego, rendue célèbre par le tableau de Nicolas Poussin. Cette formule, qui signifie généralement « moi aussi je suis en Arcadie », renvoie à une réflexion sur la connaissance, la condition humaine et le passage entre le monde visible et invisible. Placée au cœur du monument, elle vient renforcer l'ensemble du langage symbolique développé par son architecture. Le monument multiplie ainsi les références au temple de Salomon, à l'arche d'alliance et à la figure de l'homme universel. Nous retrouvons ici une géométrie qui rappelle également celle de Washington DC, où le tracé de plusieurs grandes avenues fait apparaître un pentagramme inversé autour de la Maison Blanche. Et le pentagramme inversé est une inversion de symboles sacrés, et dit plus clairement, il est associé au satanisme. Retrouver cette même figure au cœur même de deux capitales monumentales ne laisse tout de même pas indifférent. Pour terminer ce parcours, il existe un monument dont on parle très peu, et c'est bien dommage, ou peut-être bien pratique. Dans les jardins du château de Rambouillet se trouve une barque solaire, installée en 1994, c'est-à-dire à la toute fin du second mandat de Mitterrand. Ce sera son dernier monument érigé. Officiellement, il s'agit d'une œuvre commandée par le ministère de la Culture. Mais quand on leur a posé la question « c'est quoi ?» Ah bah d'un coup, il n'y avait plus personne qui était au courant de ça. Mais quelle bande de mythos! Autant dire que la plupart des visiteurs passent devant sans même connaître son existence. Et pourtant, le symbole est loin d'être anodin. Dans l'Égypte antique, la barque solaire était celle qui permettait au pharaon d'accomplir son dernier voyage et de rejoindre les dieux après sa mort. Autrement dit, on ne choisit pas un symbole par hasard pour décorer un jardin. Mais tu trouves pas que la statue qui l'accompagne présente d'ailleurs une certaine ressemblance avec François Mitterrand, un peu quand même. Est-ce une simple inspiration artistique? En tout cas, chacun, là encore, se fera son idée. Mais ce qui interpelle surtout, c'est son orientation. La barque solaire est orientée plein sud-est, exactement en direction du temple de Ramsès II à Abu Simbel, en Égypte. Après la grande arche tournée vers Dendera, la grande bibliothèque orientée sur le même axe égyptien, la pyramide du Louvre et le zodiaque de Dendera conservés au musée. Voilà qu'apparaît encore une fois un lien entre Paris et l'Égypte antique. Pris séparément, chacun de ces monuments pourrait sembler anodin. Mais mis bout à bout, on voit bien qu'ils racontent une même histoire. Et là, on arrive à une idée beaucoup plus profonde, celle d'un méridien secret évoqué notamment par Jean-Pierre Garcia. Un tracé qui relierait la cour carrée du Louvre à la supposée cache de l'Arche d'Alliance dans la région de Rennes-le-Château. Donc non, on ne parle plus simplement de monuments posés gentiment sur une carte pour faire joli dans les brochures touristiques. On parle d'une véritable géographie énergétique. Une géographie de formes, de lignes, d'axes, de forces. Et quand on observe la France sous cet angle, quelque chose apparaît. La France possède une architecture invisible. Et si cette architecture est aussi puissante qu'elle semble être, alors il devient beaucoup plus facile de comprendre pourquoi ce pays est autant attaqué, affaibli, retourné contre lui-même, presque enterré vivant, parce qu'on neutralise pas seulement un territoire, là. On neutralise une clé. Et Paris, dans cette lecture, n'est pas seulement une capitale politique. C'est un verrou, un centre, un point de commande. À savoir que celui qui détient le méridien détient aussi une part du temps, on a dit. Et là, tout de suite, les grands travaux prennent soudainement une autre couleur, une autre teinte, un peu moins culture et patrimoine, mais plus opération codée en plein jour. Mais bon,
Circuler en fait, puisqu'il n'y a rien à voir. Ah, juste quelques cubes, pyramides, obélisques, axes solaires et méridiens sacrés. La routine administrative en somme. Pourquoi tout semble-t-il pointer vers la cour carrée du Louvre, où, auparavant, Philippe Auguste avait enterré toutes ses archives? Y a-t-il certaines vibrations spécifiques là-bas? Quelque chose dans le sol peut-être? Dans les sous-sols? Des salles contenant des artefacts oubliés? Ou même les vestiges d'une civilisation telle que l'Atlantide? Et pour aller encore un peu plus loin, ces monuments semblent être placés de façon à créer de véritables ondes de forme. Par leur géométrie, leurs proportions, leur nombre et leurs alignements, ils pourraient produire un potentiel d'onde, un rayonnement électromagnétique capable de court-circuiter les ondes positives, écoute ça, provenant des églises. Certains semblent même avoir été implantés pour affaiblir l'influence de Notre-Dame de Paris, entre autres. Alors, cherche-t-on à remplacer de bonnes ondes par de meilleures? Ce que je doute fortement, ou au contraire, par des ondes qui viendraient justement neutraliser ces premières. Ainsi s'achève notre exploration des grands travaux de François Mitterrand, et par là même, ainsi s'achève cette deuxième saison consacrée à la géographie sacrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, car au-delà de Paris, des axes invisibles, des méridiens oubliés, des symboles anciens semblent converger vers un lieu devenu mais légendaire. Un village perché sur une colline du sud de la France. Un village associé à un prêtre mystérieux. Ah, et là, je pense que tu commences à voir de quoi je parle. À des secrets enfouis, à des trésors supposés, et à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire moderne. Le mystère le plus célèbre de France, alors? Eh oui, Rennes le Château. C'est précisément là que commencera la saison 3. Autant dire que la plupart des visiteurs passent devant sans même connaître son existence. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, autant dire que la plupart des visiteurs passent devant sans même connaître son existence. Et pourtant, autant dire que la plupart des visiteurs passent devant. Autant dire que cette séquence me fait chier. Autant dire que la plupart des visiteurs passent devant. Autant te dire que la plupart des visiteurs passent devant.